La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire Time for the Planet, agir sur le dérèglement climatique. Je suis Caroline Majanski, consultante senior innovation, engagée pour la planète, et j'aurai le plaisir d'administrer ce webinaire aujourd'hui. Cette conférence en ligne durera une trentaine de minutes et nous prendrons 10 à 15 minutes pour répondre à toutes vos questions à la fin de la présentation. J'en profite pour vous indiquer que vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez par l'intermédiaire du module questions qui se situe en bas à droite de votre écran. Par ailleurs, la présentation vous sera envoyée à la suite du webinaire par email. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter l'intervenant du jour, Arthur Aubeuf. Bonjour Arthur. Bonjour Caroline, merci de me recevoir. Je t'en prie, c'est un plaisir. Je vous propose maintenant de découvrir le programme de notre webinaire. Tout d'abord, quelques mots d'introduction. Ensuite, Time for the Planet, sa mission et son modèle. Puis, comment agir ensemble contre le réchauffement climatique. Et enfin, s'engager dans ce projet, un témoignage. Quelques mots d'introduction. Dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable, nous organisons des événements de sensibilisation à l'environnement. En effet, Hemming veut agir à son niveau en promulguant des solutions concrètes et applicables par tout le monde et en accompagnant ses clients à réaliser des projets d'innovation durable afin d'améliorer l'impact humain sur la planète. Je laisse maintenant la parole à Arthur, que nous sommes fiers et heureux d'accueillir. Il va vous présenter Time for the Planet en tant que cofondateur et je suis sûre va vous convaincre de devenir associé pour être plus nombreux à agir ensemble pour la planète. Arthur, c'est à toi. Merci pour l'introduction et pour le passage de parole. Alors, pour présenter un petit peu Time, la petite histoire, on est 6 entrepreneurs, donc on a tous monté des boîtes depuis une dizaine d'années dans différents secteurs. Pour ma part, c'était plutôt dans le digital. On n'est pas des écolos de base, en tout cas, on n'a pas forcément d'appétence par rapport à ces sujets à l'origine, mais il y a quelques années, on a pris conscience de l'ampleur de l'urgence climatique, comme un peu plein de gens, avec les rapports du GIEC, avec certains conférenciers, et ça nous a beaucoup touchés, donc on a eu envie d'agir en tant que simple citoyen. Et c'est ça le démarrage de Time, c'est qu'à la base, on essayait d'agir d'abord dans nos coins sans se connaître en tant que simple citoyen. Et ce qu'on voit très vite, c'est que quand on n'est pas président de la République ou milliardaire, c'est très difficile d'avoir beaucoup d'impact, c'est très difficile de faire changer les choses et on se sent un peu démuni. Et nous, on s'est rejoint autour de l'idée que je vais vous présenter et que je vais développer aujourd'hui, qui est que l'entreprise peut être un outil formidable en fait pour nous citoyens si on veut avoir de l'impact, parce que les entreprises par définition transforment nos modes de vie à très grande échelle. Et en fait, c'est précisément ça le sujet. Donc on s'est lancé un peu un pari fou. On s'est dit, est-ce qu'on peut réunir des centaines de milliers de personnes partout dans le monde pour reprendre un peu le pouvoir d'agir et d'avoir de l'impact ensemble en créant un nouveau modèle d'entreprise qui soit pensé et paramétré pour être au service de l'urgence climatique. Donc c'est ce que je vais vous raconter. Mais pour commencer cette petite histoire, je voudrais juste revenir sur ce qui nous a touchés et ce qui nous a fait prendre conscience du fait qu'il fallait absolument qu'on passe à l'action. Puisque nous, on a carrément quitté nos jobs et nos positions précédentes qui étaient plutôt confortables pour se lancer aujourd'hui dans Time for the Planet. Et en fait, on se rend souvent pas bien compte de ce qui se passe. On nous parle très souvent du dérèglement climatique, on entend un peu partout parler du sujet. On nous parle de plus de degrés, voilà, plus 5 degrés d'ici la fin du siècle si on suit les scénarios actuels. Mais on sait pas trop ce que ça veut dire. Et nous, on était un peu comme ça à se dire, bon, bah oui, 5 degrés, c'est bien, ça ferait un pull en moins l'automne. Nous, ça nous arrangeait presque, quoi. Et en fait, souvent, quand on connaît pas bien le sujet, on peut trouver ça un peu anecdotique. Donc du coup, est-ce qu'on peut changer, Caroline, juste la slide? Je pense que la slide d'après doit être voilà. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en fait, on a déjà quand on parle de plus 2 degrés ou plus 5 degrés, c'est une moyenne. Et en fait, cette moyenne, c'est une moyenne globale à la surface de la planète, mais quand on est au-dessus des continents, il faut multiplier ce chiffre par 2. Donc si on parle de plus 5 degrés, on est à plus 10 degrés au-dessus des continents, et il faut encore multiplier par 2 pendant les pics et les moments un peu extrêmes, comme par exemple les canicules. Donc on est à plus 20 degrés par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui pendant ces pics. Donc là, on commence à sentir que ça peut être vraiment extrêmement problématique et on se rend aussi compte très très vite du fait que ça va transformer beaucoup de choses, la façon dont on se nourrit, enfin voilà. Je pense que ça, vous l'avez en tête. Nous, ce qui nous a fait vraiment réagir,
c'est deux choses. La première, c'est ce qu'on appelle les boucles de rétroaction. Donc ça, vous en avez peut-être déjà entendu parler, puisqu'il y en a une qui est notamment assez connue, qui s'appelle le permafrost, enfin qui est liée au permafrost. Et donc, ces boucles de rétroaction, c'est des phénomènes géologiques qui s'auto-alimentent et qui deviennent inarrêtables si on les laisse partir. Et donc, pour vous donner un exemple et rendre ça un peu plus concret, je vais justement reparler du permafrost que vous avez peut-être entendu. Donc, le permafrost, c'est des terres gelées qui représentent 20% du globe. Non, Caroline, on n'y est pas encore, je vous dirai. Et donc, 20% du globe, c'est des terres qui sont gelées et qui dégèlent jamais. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que dans ces terres gelées, il y a des milliards de tonnes de méthane, donc un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le CO2. Et pourquoi on appelle ça des boucles de rétroaction? Eh bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, ce fameux permafrost commence à fondre. En fondant, il libère le méthane. Le méthane accélère l'effet de serre, donc le réchauffement climatique, et donc la fonte du permafrost s'accélère. Ça, c'est un processus qui est déjà enclenché. Ça fond vite, ça fond 70 ans avant ce qui était prévu par les scientifiques. Et donc, c'est des choses qui, si elles partent vraiment, vont être complètement incontrôlables et risquent de provoquer un réchauffement climatique beaucoup plus important que ce qu'on envisage aujourd'hui. Ces boucles de rétroaction, il y en a une vingtaine. Il y a aussi l'effet albédo qui est très connu. Voilà, je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. Mais ça fait vraiment prendre conscience de l'ampleur de l'urgence et du fait que si on n'agit pas maintenant, on ne pourra plus du tout agir après. Et la deuxième chose qui nous a touché, c'est ça, c'est ce qu'on voit à l'écran, c'est ce qui s'appelle l'inertie climatique. Et donc, ce que vous pouvez voir ici sur cette courbe, c'est que si on arrête complètement d'émettre des gaz à effet de serre, là, demain, tout de suite, en fait, on a quand même une augmentation des températures pendant les 20 prochaines années qui est inéluctable. Donc là, on ne se bat pas pour le climat de 2022, on se bat pour le climat de 2042. Et donc, on va déjà avoir un certain nombre de conséquences qu'on ne peut pas éviter. Et il faut qu'on évite d'aller plus loin que ça. Donc, ça veut dire qu'il faut agir absolument maintenant, parce que là, slide suivante du coup, Caroline, s'il vous plaît, euh, on a, on risque de se retrouver, si on n'agit pas très très vite, dans ce monde-là, qui est un monde en récession, un monde probablement avec beaucoup plus de conflits parce que moins de nourriture à moins d'endroits, et un monde dans lequel il y a beaucoup de migration. Mais ça, vous en entendez parler souvent avec le GIEC, donc je vous promets que maintenant, on va parler un peu plus des solutions. Tout ce qu'on veut dire, c'est que ce monde-là, le problème du climat, il ne pourra plus le gérer. Donc, la conclusion pour nous, c'est qu'il faut agir absolument maintenant, à très grande échelle, et tous les moyens sont bons pour le faire. Donc, on va essayer de vous proposer un moyen d'action parmi plein d'autres. On peut passer à la slide d'après. Donc, nous, notre vision, si je reprends ma petite histoire, elle naît au contact des scientifiques, justement, puisque en se demandant un peu comment on pouvait imaginer un modèle d'entreprise au service de l'urgence climatique, notre premier réflexe, ça a été d'aller rencontrer ces scientifiques qui nous parlent beaucoup des problèmes pour leur demander de nous parler un petit peu des solutions également. Et très vite, on a mis le doigt avec eux sur quelque chose que eux constatent depuis des décennies, c'est le fait que on a besoin de sobriété évidemment, mais on a aussi besoin d'innovation pour pouvoir faire la transition. Et ces innovations, ce qui est assez incroyable, c'est qu'elles existent pour la plupart, elles existent déjà, elles sont déjà disponibles, elles peuvent nous permettre de transformer nos modes de vie drastiquement pour les décarboner, en remplaçant ce qui est nécessaire avec d'autres façons de faire. Et en fait, la raison pour laquelle ces innovations ne sont pas dans nos quotidiens et ne passent pas à l'échelle, c'est pas ce qu'on pourrait imaginer assez souvent, des lobbies ou alors le fait que ce soit des solutions miracles, mais en fait qui marchent que sur le papier. C'est simplement, dans la plupart des cas, parce que ces scientifiques, ces innovateurs, qui sont des chercheurs, des ingénieurs, ne sont pas des entrepreneurs. Et donc, eux, trouver un modèle économique à leur innovation pour faire en sorte qu'elle se déploie, la transformer en une vraie entreprise qui est capable de passer dans nos quotidiens à toutes et tous, c'est pas leur métier et ils veulent même pas le faire pour la plupart. Et ça a été incroyable parce qu'on a rencontré beaucoup d'innovateurs avant de lancer Time for the Planet et on s'est dit mais c'est dingue parce que on connaît beaucoup de très bons entrepreneurs qui sont capables vraiment de faire ça justement, de trouver des modèles économiques viables, de déployer ces innovations, qui cherchent du sens aujourd'hui, qui ont eu une expérience entrepreneuriale et qui ont envie de participer à la transition environnementale. Et ces gens-là ne sont pas au courant qu'il y a des innovations comme celle-ci qui existent. C'est ça le démarrage de Time for the Planet et vous allez le voir, nous, notre mission, c'est donc de déployer 100 innovations à l'échelle mondiale pour lutter contre les gaz à effet de serre. Et pour les déployer, notre façon de faire, c'est de les transformer en entreprise en apportant un entrepreneur aguerri à l'équation et en finançant l'ensemble. Donc là, on va vous passer une petite vidéo. Normalement, elle doit pouvoir se lancer, je pense. Caroline, ça doit être sur la slide d'après. Pour résumer ça en 2 minutes. Et ensuite, je rentrerai point par point dans ce qu'on fait exactement. Comme ça, on pourra aller un peu plus loin dans le process. Voilà. Normalement, ça devrait le faire. On devrait se retrouver sur YouTube. Voilà, super.
les petites conditions générales d'utilisation de YouTube, comme on les aime. Et par contre, je pense qu'on n'a pas le son, malheureusement, c'est bizarre. Est-ce que vous avez du son? Bon, au pire, c'est pas grave, il y a les sous-titres. C'est bon, Caroline, je pense que là, on peut revenir à la présentation. Merci pour la petite diffusion. Bon, c'était c'était étonnant d'avoir pas de son, mais bon, comme ça, au moins, ça fait un moment un peu concentration. Alors, du coup, ce que vous avez pu voir, je pense qu'on peut redescendre à la slide où on voit les trois silos. Donc, ce que vous avez vu dans la vidéo, c'est que nous, notre mission, c'est d'aller détecter des innovations à impact contre les gaz à effet de serre. Il en existe quand même beaucoup, on a été vraiment surpris. Il y a vraiment plein de gens qui travaillent sur ces sujets. C'est quand même un gros challenge. On peut passer à la slide d'après, Caroline, juste celle qui est après. Voilà, nickel. Donc, de détecter ces innovations, d'aller recruter des entrepreneurs chevronnés pour trouver les fameux modèles économiques de ces innovations et faire en sorte qu'elles se déploient, et de cofonder des entreprises avec ces deux entités, donc les innovateurs et les entrepreneurs, en injectant de l'argent pour accélérer et maximiser le déploiement. Donc c'est comme ça que fonctionne Time for the Planet. Donc c'est pas un startup studio comme on peut l'entendre, c'est pas un accélérateur. Enfin voilà, il y a plein de termes. Nous vraiment c'est l'idée qu'on cofonde les entreprises avec eux et qu'on les aide à franchir ce gap de je passe d'une innovation qui fonctionne mais qui n'est pas déployée à je suis une innovation qui est en train de se déployer partout dans le monde. Et vous allez voir, pour ça on a plusieurs façons de faire. Donc si on passe à la slide d'après, la première chose qu'on fait et la première façon qu'on a, nous, d'accélérer ça, c'est justement de fonctionner comme un mouvement. Donc, Time for the Planet appartient à tout le monde parce que nous, avec nos petits bras, vous avez vu, les ambitions, c'est de rassembler 1 milliard d'euros, de créer 100 entreprises. On n'a pas la prétention de penser qu'on en est capable tout seul. Par contre, on est convaincu que plein de gens partout dans le monde ont envie de s'impliquer sur ces sujets et que si on fédère et qu'on crée un mouvement dans lequel tout le monde peut amener, tout le monde peut participer, on peut vraiment réussir à avoir beaucoup d'impact. Donc aujourd'hui, Time for the Planet, c'est pas un don quand les gens mettent de l'argent pour accélérer Time for the Planet, c'est vraiment un investissement. Donc ils deviennent copropriétaires, actionnaires de Time for the Planet et ils copossèdent l'entreprise au même titre que nous. Donc ils peuvent s'en arrêter là, juste dire moi je mets de l'argent et ça suffit, mais ils peuvent aussi nous aider à grandir en parlant de Time for the Planet autour d'eux, puisque c'est leur entreprise au même titre que nous, en emmenant leur réseau, en emmenant leur expertise. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui on arrive à grandir vite parce qu'on est nombreux et parce qu'on se repose sur l'intelligence collective et sur l'expertise d'énormément de gens. Donc ça, c'est la première chose qui est hyper importante. Donc les gens deviennent actionnaires copropriétaires. Si on passe ensuite à la slide d'après, ce qui est important également, c'est que, vous l'avez vu, l'objectif, c'est donc de déployer 100 innovations. Et donc pour ça, on va créer 100 entreprises et il faut qu'on réussisse à chaque fois. Et ça, c'est pareil.
on n'est pas complètement fou. On sait que créer une entreprise, c'est déjà extrêmement difficile. On a échoué plusieurs fois dans des entreprises qu'on a essayé de créer. On sait ce que c'est. On sait à quel point c'est difficile d'atteindre le succès aussi. Et donc, la vision, c'est de se dire comment on fait pour gagner à tous les coups, parce qu'en fait, on parle d'innovations qui sont cruciales dans une période qui est critique. Et c'est tout le challenge. Pour nous, il faut partager. On est convaincu que pour ce sujet-là, l'heure n'est plus à la concurrence, mais vraiment à la coopération, et qu'en coopérant d'une certaine manière à l'échelle mondiale, on peut réussir à déployer ces innovations partout dans nos quotidiens. Donc, la solution qu'on a trouvée pour ça, c'est ce qu'on appelle l'open source. Donc, si on passe à la slide d'après. Donc, l'open source, c'est l'idée qu'on permet à n'importe qui partout ailleurs sur la planète de s'emparer de nos innovations et de leur modèle économique pour les dupliquer, les commercialiser et les améliorer partout sur la planète. Donc, on donne clé en main un modèle économique aux gens avec une innovation qui va dans le sens de la décarbonation de nos modes de vie pour qu'ils puissent participer à l'effort, on va dire. L'intérêt de ça, donc nous, on crée une licence libre. Donc, c'est pas open bar quand on fait de l'open source. Cette licence libre, on la distribue. Et donc, ça donne des droits et des devoirs. Donc, le droit, vous l'avez compris, de copier-coller l'entreprise et de la créer où on veut gratuitement. Et le devoir de repartager notamment ses propres améliorations avec l'ensemble des possédants de la licence pour faire en sorte que l'innovation, elle se déploie le plus vite possible et surtout qu'elle atteigne la maturité plus rapidement que si c'était nous tout seuls dans notre coin avec nos petits moyens limités qui essayons de la déployer. Et un deuxième devoir qui est de repartager son impact, donc ces tonnes de gaz à effet de serre non émises ou captées avec nous, Time for the Planet, parce que vous allez voir, c'est hyper important dans notre façon de rémunérer nos actionnaires. Donc, l'open source, ça nous permet de créer des marchés et pas juste des entreprises et d'être donc beaucoup plus résilients. C'est pour ça qu'on a choisi cette solution-là aussi. Et enfin, la troisième et dernière chose, si on passe à la slide d'après, c'est qu'on est une société commerciale à but non lucratif. Donc, ça, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Aujourd'hui, en droit français, on n'a pas le droit de dire qu'on est une société commerciale à but non lucratif, normalement, parce que la distribution de dividendes, donc la lucrativité, se vote en assemblée générale. Et logiquement, c'est un truc qui peut pas être bypassé. Mais nous, on a trouvé un avocat qui nous a dit, si, il est possible de conditionner la distribution de dividendes à la survenance d'un événement. Donc, nous, on a écrit qu'on distribuerait des dividendes uniquement le jour où la température à la surface du globe redescendrait à celle qu'elle était avant 1850. Et ça, c'est valide, ça a été validé par l'AMF. Donc, ça nous permet d'être officiellement une société commerciale à but non lucratif. Pourquoi on a choisi ça? Parce qu'en fait, dans les cofondateurs, on a créé des structures associatives dans le passé et des structures entrepreneuriales et on voulait les avantages des deux. C'est-à-dire la capacité à fédérer, à emmener beaucoup de gens qui sont motivés pour faire grandir la structure dans le milieu associatif et la capacité à avoir une indépendance financière et à utiliser le pouvoir de l'argent pour pouvoir avoir beaucoup d'impact et aller vite dans le monde de l'entreprise. Donc, on a fait un peu un mélange des deux dans la façon dont fonctionne Time for the Planet. Si on passe à la slide d'après, je vous montre le modèle, il est tout simple. Aujourd'hui, on a des gens qui investissent de l'argent, donc des dizaines de milliers de gens partout dans le monde qui deviennent actionnaires de Time for the Planet, donc à partir d'1 €, c'est ce qu'on expliquait dans la vidéo. Cet argent, il va servir à créer des entreprises, vous l'avez compris, donc avec des innovations contre les gaz à effet de serre et des entrepreneurs. Ces entreprises, elles ont vocation à être rentables, à générer de l'argent. Et l'argent qu'elles génèrent, on va l'utiliser pour recréer de nouvelles entreprises en réinvestissant systématiquement 100% des bénéfices dans la création de nouvelles entreprises. C'est ça qu'on a verrouillé dans nos statuts et c'est comme ça que fonctionne Time for the Planet. L'objectif, c'est de faire en sorte que le pouvoir des entreprises de générer de l'argent soit toujours orienté vers la lutte contre les gaz à effet de serre dans notre modèle Time for the Planet et que l'argent qui a été investi initialement par les actionnaires, il fasse plus d'argent et que ce plus d'argent soit toujours utilisé pour augmenter l'impact de leur argent initial. Donc, voilà le modèle de Time for the Planet. Si on passe à la slide d'après, donc je vous parlais d'innovation, on va être un peu plus concret et on va illustrer un peu tout ça. Et d'ailleurs, si on peut me passer la main pour que je partage mon écran, ça sera encore plus concret, je pense. Donc nous, on a reçu pas mal d'innovations depuis le démarrage de Time for the Planet. Alors attendez, hop, je vois que je peux partager mon écran. Voilà, je pense que là, on doit voir mon écran. Voilà, donc là, on a une plateforme sur laquelle on reçoit toutes les innovations. Donc on en reçoit beaucoup, on en a reçu plus de 550 là depuis janvier. Et l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on choisisse les meilleures innovations possibles en termes d'impact et selon un certain nombre de critères. Il ne faut pas qu'elles aient des externalités négatives, qu'elles déglinguent la biodiversité, l'eau, les sols, enfin voilà, toutes ces choses-là, c'est super important. Donc, encore une fois, comme on n'est pas des experts de base, on a choisi de miser sur l'intelligence collective et d'aller s'entourer d'experts. C'est tout l'intérêt de Time for the Planet.
Donc, on a un processus de sélection en 4 étapes. La première chose, c'est ce qu'on appelle les évaluateurs. Donc ça, c'est des gens comme vous et moi qu'on forme à nos critères de sélection spécifiques et qui vont mettre des notes aux innovations pour créer des tops. Donc, comme vous le voyez, par trimestre, on a des tops. Donc, on a commencé en janvier 2021 et donc on a déjà fait 3 tops d'innovation. Et ces innovations, eh ben, elles sont sélectionnées en fonction d'un certain nombre de critères que je vais vous remontrer ici. Hop. Donc, elles ont une note qui est attribuée par les évaluateurs. Je descends vite. Donc, il y a toute la documentation sur la plateforme. Ils ont accès ici au deck de l'innovation. Et là, ils peuvent noter l'innovation sur 5 avec un nombre d'évaluations qu'on retrouve ici et les fameux critères que vous voyez là. Donc, l'impact, la faisabilité, les fameuses externalités négatives, la réplicabilité, la moyenne marché et la viabilité. Ils peuvent échanger avec les innovateurs et ça permet de créer ce premier top d'innovation. Ensuite, on a un comité scientifique. Donc là, c'est vraiment 14 experts qui sont renommés au moins en Europe ou mondialement sur leur sujet et qui sont très complémentaires. Ils sont sur des sujets différents. Vous pouvez les trouver directement si vous allez sur notre site Time for the Planet dans Tout savoir. Vous allez dans les actionnaires ici et ici dans les rôles, vous avez le comité scientifique. Et donc ces 14 personnes, elles viennent se réunir tous les trimestres pour challenger les innovations du top qui a été proposé par les évaluateurs et vraiment chercher la petite bête, s'assurer que c'est passable à l'échelle, que c'est pas bullshit, que c'est pas dangereux, etc., etc. Donc c'est le gros point de passage sur la partie scientifique, c'est le comité scientifique. Ensuite, on a une troisième étape qui consiste à aller valider qu'il y a un marché, qu'il y a un potentiel business. Et donc pour ça, nous, on recrute en permanence des potentiels CEO qui seront donc les dirigeants de ces futures entreprises et on les envoie sur le terrain pour tester la réalité économique des innovations en allant vendre des applications concrètes, des applications, des business models à ces innovations à de vrais clients pour voir s'il y a une vraie appétence et si les clients sont prêts à acheter. Et donc, quand on voit qu'il y a des clients qui sont prêts à acheter, qui s'engagent pour acheter des applications, on considère que c'est viable et qu'il y a un potentiel marché. Donc ça, c'est une méthode un peu traditionnelle dans l'entrepreneuriat. Et une fois qu'on a fait ça, et seulement une fois qu'on a fait ça, là, on fait voter à l'ensemble des actionnaires de Time for the Planet. Donc aujourd'hui, ils sont 28 000, presque 29 000. On leur fait voter pour élire les innovations sur lesquelles ils ont envie qu'on investisse. Donc on leur dit, voilà, il y a 3 innovations, par exemple, qui sont arrivées à cette assemblée générale. On va investir sur 2 innovations, 2 fois 1,5 million. C'est ce qu'on a fait, par exemple, là, dernièrement, le 26 juin cet été. À voter les commandes, dites-nous sur quelles innovations vous voulez qu'on investisse. Donc voilà comment ça fonctionne dans les grandes lignes. Si je vous donne quelques exemples d'innovations pour que vous compreniez bien, on a par exemple Aredox, qui est une technologie de batterie sans métaux rares et 100% recyclable. Donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, si on veut faire la transition, il faut qu'on développe beaucoup les énergies renouvelables notamment. Et le problème des énergies renouvelables, c'est qu'elles sont intermittentes. Donc ça veut dire qu'elles sont pas produites forcément au moment où on consomme. C'est pas forcément phasé avec la consommation. Donc on a besoin de stocker cette énergie. Et aujourd'hui, le stockage se fait avec des batteries traditionnelles qui demandent des matériaux qui sont souvent compliqués à aller extraire parce qu'il y en a de moins en moins et ça nécessite des processus d'extraction qui sont pas foufou, notamment avec des acides en fracturant des roches à l'autre bout du monde. Et en plus, les batteries ont souvent une grosse déperdition du facteur de charge. Ça veut dire que plus on les utilise, moins elles sont performantes. Donc, on finit par les balancer et elles sont pas forcément recyclables. C'est très rare que ça soit 100% recyclable. Donc là, eux, ils ont trouvé une façon de faire avec des matériaux qui sont disponibles et qui sont pas compliqués à aller chercher, des batteries qui sont 100% recyclables. Donc, c'est hyper intéressant, ce type d'innovation. Donc, eux, par exemple, ça fait 30 ans qu'ils bossent sur ces sujets-là et ils sont que en R&D depuis 30 ans. Donc, ils améliorent leur technologie, mais ils sont pas du tout dans les phases de maintenant, il faut que ça serve. Léviathan, ils ont inventé une clim qui fonctionne avec de l'eau. Donc aujourd'hui, ça fonctionne avec des hydrofluors. Les clims, c'est des gaz à effet de serre qui sont des milliers de fois plus puissants en termes de gaz, en termes d'effet de serre justement que le CO2. Et aujourd'hui, le problème, c'est que les clims, il y en a 1 milliard d'unités et tout porte à croire qu'on va monter à 5 milliards d'unités d'ici 2050, notamment à cause du réchauffement climatique. Donc, il faut absolument trouver des solutions pour faire en sorte que les clims soient moins nocives. Et donc là, eux, ils arrivent à faire des clims qui sont équivalentes en termes de performance, mais uniquement avec de l'eau. Un dernier exemple, et puis après on continue la presse, mais on est bientôt au bout. Par exemple, Vesta Project, le GIEC, donc le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, nous dit qu'il faut aussi capter du gaz à effet de serre, des gaz à effet de serre qui sont déjà dans l'atmosphère,
si on veut avoir une chance de tenir le scénario des 2 degrés, parce qu'on est allé tellement loin qu'il y a déjà trop de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et donc les scénarios de captation font partie des cohortes qu'ils ont proposées, notamment pour tenir les 2 degrés. Et donc aujourd'hui, pour capter, on n'a pas beaucoup de solutions. Soit on plante des arbres, mais souvent c'est pas très bien fait parce qu'on plante des monocultures d'arbres par millions, donc il n'y a plus beaucoup de biodiversité dans ces monocultures, et surtout ils sont beaucoup plus sensibles aux feux de forêt, ce qui vient annuler complètement l'impact. Soit voilà, on essaie de développer des machines, enfin des choses qui sont pas hyper cohérentes. Et là, le projet Vesta, donc c'est un consortium de San Francisco, de scientifiques, qui bossent depuis 10 ans sur une roche, qui est cette roche que vous voyez ici, qui est une roche verte, c'est une roche qu'on appelle l'olivine. Et donc l'olivine, c'est une roche qui a la particularité d'être facilement altérable quand elle est dans l'eau. Donc quand elle est à proximité, par exemple, de l'océan, donc là sur une plage, le mouvement, l'énergie infinie des vagues vient altérer l'olivine et ça produit une réaction chimique qui lui permet de capturer du CO2 directement. Et sa capacité la plus incroyable, c'est qu'elle participe à désacidifier l'océan. Et aujourd'hui, l'océan est beaucoup trop acide par rapport à ce qu'il devrait être depuis la révolution industrielle. Et l'océan, c'est le plus gros puits de carbone du monde. Donc, moins l'océan est acide, plus il est capable de capturer du carbone. Et aujourd'hui, si on met de l'olivine sous la forme concassée que vous voyez là sur l'écran, sur 2% des plages du monde, ce qui est en gros la projection théorique qu'ils ont pu faire parce qu'ils ont testé ça sur pas mal de plages déjà, on annule les émissions de gaz à effet de serre annuelles de l'humanité parce qu'on restaure un énorme pouvoir de captation au plus gros mécanisme de captation naturelle des émissions au niveau mondial, qui est l'océan. Voilà, ça vous donne quelques exemples. Je pense qu'on peut retourner sur la presse. Comme ça, on peut continuer la suite, Caroline. Moi, je ne vois plus la presse. Ah voilà, ça y est, parfait. Donc, pour le process de sélection, on a fait le tour. Donc, je pense qu'on peut avancer. Voilà. Donc, les fameux 6 critères, vous les avez là. Je les ai déjà présentés, donc on va avancer également. Et donc, comment est-ce qu'on rémunère nos actionnaires? C'est la fin de la conférence pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc, c'est très simple. Nous, on ne rémunère pas avec de l'argent, vous l'avez vu dans le modèle que je vous ai présenté, parce qu'on veut que les gens investissent sincèrement dans Time for the Planet leur argent et surtout qu'ils soient ambassadeurs du mouvement pour le faire grandir. Donc, on ne veut pas que ce soit un don où ils disent, bon, je mets mon argent et puis tant pis, je ne regarde pas ce qui se passe. Et on ne veut pas non plus que ce soit un investissement financier où ils soient là à demander des comptes sur la rentabilité, puisque nous, l'objectif, c'est d'avoir la plus grosse performance environnementale possible. Et la deuxième chose importante, c'est que les meilleures innovations avec lesquelles on a pu entrer en contact sont venus nous voir parce que justement, on n'est pas au service d'intérêts privés et c'est ça qui intéresse les meilleurs innovateurs, en tout cas les innovateurs qu'on a pu voir jusqu'à aujourd'hui. Donc pour nous, c'est important d'être non lucratif. Par contre, on veut que nos actionnaires attendent un taux de retour pour la planète, ce qu'on appelle le dividende climatique. Et donc ça, c'est des tonnes de gaz à effet de serre non émises ou captées grâce à leur argent qu'on leur retourne tous les ans. Donc comme un dividende traditionnel financier, nous, tous les ans, on va vous retourner les quantités de tonnes de gaz à effet de serre non émises ou captées grâce à votre argent. Et comme on réinvestit l'argent qui a été généré par les entreprises créées par Time for the Planet chaque année pour recréer de nouvelles entreprises, on a bon espoir que ce dividende climatique ne fasse que augmenter avec un seul investissement que vous avez fait au démarrage. Donc c'est ça le pouvoir aussi qu'on trouve dans l'entreprise, c'est qu'elle génère de l'argent et si on réutilise cet argent, on peut chaque année augmenter son impact avec un investissement initial. Donc si on passe à la suite, donc ça, c'est dans cette slide-là, c'est juste pour expliquer un peu comment on fonctionne. On investit dans les premières années en prenant la majorité dans les boîtes pour pouvoir imposer l'open source. Donc, on investit entre 300 000 et 2 millions d'euros. Ça nous permet de valider que l'open source est bien activé. Ensuite, on développe, on fait rentrer des investisseurs tiers pour accélérer justement l'entreprise, la maturation justement de cette innovation. L'open source continue de se développer et donc les innovations continuent de se déployer un peu partout. Et ensuite, nous, on sort par diminution de capital pour récupérer de quoi financer d'autres innovations. On peut avancer également sur la presse. Donc, pour conclure, voilà comment marchent les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial aujourd'hui. Vous le voyez, il y a 5 secteurs principaux émetteurs. Donc, la production d'électricité et de chaleur, l'industrie, les transports, l'agriculture et les forêts et le bâtiment. Là, ça représente 90% des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui. Donc, nous, on se positionne que sur ces 5 secteurs-là, parce que comme dit ma grand-mère, quand on veut tout faire, on fait rien. Et ça nous donne une grille de 20 problématiques sur la slide d'après, qui sont les 20 problématiques majeures qu'on adresse avec Time for the Planet. On ne sort pas de ces 20 problématiques-là. Et nous, pour chaque innovation
où on va aller par exemple faire de la captation, eh ben, on va aussi devoir faire une innovation qui va nous emmener à être plus sobre. Donc par exemple là, sur notre prochain comité scientifique, on a des innovations qui sont purement de business model, donc qui permettent de décarboner certains pans de l'économie uniquement en apportant de l'innovation sur la partie business model. Une innovation d'efficacité énergétique, c'est-à-dire faire en sorte qu'on consomme moins d'énergie en produisant un bien ou un service, et une innovation zéro émission, c'est-à-dire faire en sorte qu'on arrive à être, voilà, comme vous pouvez le dire, produire, stocker, distribuer l'énergie sans ressources critiques, par exemple, fabriquer, transformer des biens et des matériaux sans sources fossiles, parce qu'en fait, c'est possible. Voilà. Donc voilà les 20 problématiques sur lesquelles on va avec Time for the Planet et on n'en sort pas. Voilà, on peut avancer sur la presse. Je pense qu'on arrive au bout. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas. On a vraiment un dossier scientifique qui explique très en détail comment fonctionne Time for the Planet, pourquoi on va sur ces typologies d'innovation-là et pas d'autres. Le fait qu'on ne croit pas que la technologie va suffire à nous sauver et qu'on n'est pas du tout des technosolutionnistes, mais bien au contraire, qu'on a compris que justement l'innovation est nécessaire, mais elle doit être couplée à la sobriété et elle peut nous aider à être plus sobre, notamment avec des innovations qui ne sont pas des innovations purement technologiques. Et un dossier d'investissement qui explique ce que ça vous apporte de devenir investisseur, même à partir d'1 euro. Donc, notamment le fait que vous votez dans les assemblées générales, que vous participez au processus d'élection des innovations sur lesquelles on va investir, que vous choisissez en fait absolument tout parce que vous participez au plus haut niveau de décision qui est l'assemblée générale. Et donc tout ça est très bien détaillé et expliqué dans le dossier d'investissement. Alors si on passe à la slide d'après, comment est-ce que vous pouvez participer? Alors bon, ça on avait une petite slide pour dire où on en est, mais elle n'est pas du tout à jour. Donc aujourd'hui on a 10 millions d'euros d'engagement. On a commencé il y a 1 an et demi. On a mis 1 an pour lever le premier million d'euros uniquement en crowdfunding avec des citoyens. Depuis, on a ouvert aux entreprises, donc on a beaucoup d'entreprises qui commencent à investir, ça accélère beaucoup la levée de fonds. L'idée, c'est d'être à 50 millions d'euros levés l'année prochaine. Donc, on a beaucoup de grandes entreprises qui commencent à investir. On a la première là qui a mis 2 millions d'euros. On en a pas mal d'autres qui arrivent et qui vont, on l'espère, investir prochainement. Et l'objectif, c'est donc d'accélérer. On crée nos 3 premières entreprises cette année. On en a déjà créé 2. On va en créer une 3e là sur la fin d'année. Et l'objectif pour nous, ça va être d'accélérer ça d'année en année en continuant de se structurer de manière collective. Et ça nous aide énormément d'être un mouvement parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous apportent des idées, des solutions sur plein de sujets, leur réseau, leur expertise. Et on a bon espoir de continuer à grandir, à être toujours plus nombreux pour pouvoir avoir toujours plus d'impact. Et c'est ça qui rend Time for the Planet unique, c'est que c'est vraiment des milliers de gens qui s'impliquent pour faire grandir cet objet qui nous a dépassé, nous les cofondateurs, depuis bien longtemps maintenant. Alors, comment participer du coup à l'aventure? C'est la dernière slide. Donc, l'idée, c'est très simple. Vous pouvez participer, comme vous l'avez vu, à partir d'1 euro directement sur notre site internet. Donc, vous vous rendez sur time-du6planet.com et en haut à droite, vous avez un petit bouton Acheter des actions. Ça vous permet de devenir copropriétaire du mouvement et de faire avancer l'aventure. C'est très important parce qu'en fait, quand on devient le plus on est de citoyens, le plus on arrive à faire à convaincre des grandes entreprises et des entités qui sont capables de nous financer massivement, de mettre plusieurs millions d'euros. Et ça, on l'a vu cette année, quand on a passé les 20 000 actionnaires, en fait, très vite, on a eu beaucoup d'entreprises qui ont commencé à vraiment écouter ce qu'on proposait et à vraiment être intéressées. Les entreprises, elles n'ont pas plus à gagner que les citoyens, donc elles viennent pareil pour décarboner et pour avoir le plus d'impact possible. Mais elles, ce qui les intéresse, c'est qu'aujourd'hui, elles voient que les choses vont dans le sens de la décarbonation de leurs activités. Et donc maintenant, elles sont bientôt obligées de publier leur bilan carbone à la fin de l'année. Il va falloir qu'elles trouvent des solutions. Et donc Time for the Planet, c'est une solution qui les intéresse parce que grâce à l'open source, on va avoir un impact carbone qui est beaucoup, beaucoup plus important qu'un fonds à impact un peu traditionnel. Et c'est ce qu'elles viennent chercher chez nous. On peut aussi participer tout simplement en parlant de Time for the Planet autour de soi, parce que vraiment, c'est ce qui nous fait grandir aujourd'hui. On n'a pas de marketing, on ne dépense pas d'argent, en tout cas en marketing. Et c'est uniquement le fait que les associés deviennent des ambassadeurs du projet qui fait qu'on grandit et qu'on accélère. Et puis, on peut participer aussi, si on veut aller plus loin, en rejoignant notre galaxie de l'action. Donc, on ne prend pas de drogue, on reste juste dans la sémantique. C'est un espace où les gens peuvent justement concrètement participer à des opérations pour faire grandir Time for the Planet. Donc, il y a plein d'opérations en cours. Aujourd'hui, il y a plus de 4000 associés qui ont souhaité aller plus loin que leur investissement financier et qui nous aident à traduire notre site dans toutes les langues du monde, ce qui a déjà été fait d'ailleurs, à faire connaître Time for the Planet dans des sphères que nous, on ne maîtrise pas du tout, par exemple des sphères financières. Enfin voilà, il y en a vraiment dans tous les sens et ça nous aide vraiment à grandir.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la présentation. Je vous remercie pour votre temps et votre attention. Et puis, si vous avez des questions, je vous invite à les poser et je vais essayer de vous répondre du mieux que je peux. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Arthur. C'était vraiment une super présentation, très instructive, je pense, pour beaucoup de nos participants. Du coup, on va passer par la partie donc, témoignage où je vais intervenir. Donc, pour ma part, donc, je fais partie des associés de Time for the Planet, tout comme d'autres salariés des mines. J'ai commencé à entendre parler de Time courant 2020 par le biais de différents articles parus dans les médias lyonnais. Alors, c'est vraiment un mouvement collectif qui m'a inspiré du positif, en fait, parce qu'il proposait des actions concrètes à visée internationale en vue de répondre à l'urgence climatique. Et finalement, mon esprit, on va dire, scientifique et optimiste a été convaincu par le projet donc, proposé par toi et les autres cofondateurs et soutenu, comme tu disais, par les experts scientifiques de renom. J'ai alors donc sauté le pas en novembre 2020 par l'achat d'une centaine d'actions, donc ce qui m'a permis de devenir associée de Time for the Planet. Et depuis, j'essaye de jouer, comme tu disais, un rôle d'ambassadrice en parlant à toutes les personnes de mon entourage, que ce soit celles que je croise, celles de mes réseaux personnels, professionnels. En gros, tout le monde a entendu parler de Time for the Planet. Et même certaines sont devenues actionnaires, donc je suis très contente de ça, soit passé à l'action. Parce que comme tu disais, voilà, on a tous une action à faire, que ça soit une petite action ou une grande action. Enfin voilà, chacun peut s'intégrer dans ce projet ou dans d'autres actions d'ailleurs. Et je pense aussi, via cette présentation, que c'est important que chaque personne soit informée et du coup puisse agir à son niveau pour lutter vite contre le réchauffement climatique. On que c'était quand même une urgence. Petite urgence, en effet. Légère. C'est parti. C'est exactement ça. L'idée, c'est de se dire, voilà, n'importe qui va participer à sa manière et trouver la façon de faire connaître Time for the Planet qui lui est propre et qui fonctionne le mieux. Donc, merci pour le témoignage et plaisir. Je t'en prie. On va passer à la partie questions. Donc, comme je disais au début, vous avez un petit encart en bas à droite de votre écran pour poser vos questions. Donc, la première question que l'on a, c'est sur alors, si votre société est à but non lucratif, comment faire du business avec de l'open source? Ouais, alors très bonne question. Donc ce qui est important, c'est de comprendre que les boîtes qu'on crée, elles sont rentables. Donc on crée des boîtes rentables, évidemment, puisqu'il faut payer les gens, il faut qu'elles aient de l'impact, il faut qu'elles grandissent. Donc c'est nécessaire en fait que ces boîtes fassent de l'argent. En revanche, nous, l'indicateur de performance numéro un de ce qu'on fait, il est environnemental. Et donc l'argent qui remonte par ces boîtes rentables à Time for the Planet, qui est la société mère, il est réinvesti. C'est juste qu'on utilise le pouvoir des entreprises qui est incroyable de créer de l'argent, justement, de créer de la plus-value pour pouvoir augmenter nos moyens d'action. Et donc, ces moyens d'action, c'est de réinvestir l'argent dans la création de nouvelles entreprises. Donc, attention, Time for the Planet est non lucratif parce que on utilise l'argent qu'on génère dans Time for the Planet pour recréer des boîtes, mais ces boîtes-là, elles sont évidemment rentables parce que si on veut que des gens qu'on en parle et copie-colle fassent de l'open source, les gens ne vont pas avoir envie de copier-coller une boîte. Voilà. Merci pour ta réponse qui est très claire. Une autre question, argent. Comment vous rémunérez-vous les cofondateurs? Alors, on ne se rémunère pas pour l'instant, mais ce n'est pas un truc qu'on fera peut-être à vie, puisqu'à un moment, on va avoir à force de manger des pâtes, on va perdre nos sourcils avec les carences. Non, alors on a quand même des profils particuliers. C'est aussi ce qui nous a permis de lancer Time for the Planet. On a tous monté des boîtes et on a très bien vécu avant. Moi, pour ma part, j'ai vendu une boîte qui m'a donné pas mal d'années tranquilles aussi. Mais pour autant, le bénévolat, c'est un truc qu'on ne se projette pas des dizaines d'années en bénévole. C'est juste que pour lancer Time for the Planet et pour l'impulser, on était obligé parce que si on se rémunère dès le départ, on aurait eu beaucoup trop d'impact sur l'entreprise et ça n'aurait pas permis à Time for the Planet de démarrer. Et surtout, nous, on ne se sentait pas tout à fait bien dans l'idée de demander de l'argent aux gens. Si nous-mêmes, on utilisait cet argent pour se rémunérer d'entrée de jeu. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que dès que des boîtes rentreraient et financeraient massivement Time for the Planet, donc à partir de 10 millions d'euros, on considère que c'est OK et que là, on peut commencer à se rémunérer. Mais encore une fois, cette rémunération, elle est soumise au vote des actionnaires. Donc, nous, on n'a pas notre mot à dire. C'est les actionnaires qui vont dire oui ou non, vous vous rémunérez. Donc, les 30 000 personnes qui vont voter. Et deux, on a plafonné cette rémunération au maximum à 4 SMIC par personne dans le futur parce qu'on considère que c'est
vie en fait. Et nous, on se sent bien, on n'a pas besoin de plus pour vivre et surtout, on se sent pas légitime de demander plus dans cette aventure. C'est des choses qu'on a déjà capées et qui sont soumises au vote. Donc peut-être qu'on sera rémunéré à partir de 2022 puisqu'on sera à 10 millions d'euros si les actionnaires sont d'accord. Mais ce serait bien que je sois d'accord quand même, à un moment. Bon, on va voter pour alors. Hein. Tu parlais de justement création d'entreprise pour en créer d'autres. On a vu, tu disais qu'il y avait 2 sociétés qui étaient déjà créées. Tu nous as parlé un peu de celle qui a le principe d'action sur l'olivine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la deuxième? Ouais, alors la deuxième, donc effectivement, la première, c'est Carbon Impact, qui s'appelle comme ça parce que c'est la façon dont on a créé la boîte. On a pris l'IP, donc la partie technique de l'olivine, donc travaillée par Vesta Project, que je vous ai montré tout à l'heure, et on l'a mis avec un entrepreneur pour créer Carbon Impact. Et la deuxième, c'est Aredox, donc c'est la fameuse dont je vous ai parlé sur les batteries. Donc hyper intéressante pour pas mal de raisons, mais notamment le fait que ce soit du recyclable à 100%, qui n'existe pas aujourd'hui dans les batteries. Il y a toujours une saloperie qu'il faut rejeter je sais pas où et qui n'est pas du tout bien pour l'environnement. Et le fait que les capacités de la batterie s'amoindrissent avec le temps, c'est un vrai gros problème aujourd'hui. Donc il y a énormément de gens qui travaillent sur l'énergie storage, mais clairement Aredox, nous, ça a été celle qui a réussi à vraiment convaincre le comité scientifique et on a passé beaucoup de temps, on est allé justement dans leurs usines, on a passé beaucoup de temps sur place pour comprendre bien, regarder. Et pour nous, c'était le projet sur lequel on avait envie de proposer à l'Assemblée générale et qui a été également validé donc pour 1,5 million cette année. Voilà. Ok, je te remercie. Tout à l'heure, on voit que Entente était dans la troisième, en pole position dans la 3e place. Est-ce que c'est son innovation a priori qui va… Alors, Entente a pas été. Alors non, Entente n'a pas été, est pas passé jusqu'aux dernières étapes. Voilà. Donc, mais on est en très bonne relation avec les fondateurs de Entente. Ils ont été dans le début du process, ils ont suivi le process, mais ils n'ont pas fait partie des innovations qui ont été sur lesquelles on a investi en tout cas cette année. Mais c'est une belle innovation. Et attention, encore une fois, quand on n'investit pas, ça ne veut pas dire que l'innovation n'est pas bien, bien au contraire. Ça veut juste dire que selon les critères de Time for the Planet, qui sont extrêmement sélectifs, parce que nous, on cherche des innovations majeures qui peuvent décarboner au niveau mondial. Donc, c'est un peu ambitieux et il y a plein d'innovations géniales qui ne sont pas forcément dans les critères de Time, mais qui méritent d'être financées. Donc, ça ne veut pas dire que ces innovations ne sont pas bien si on ne les a pas financées, bien au contraire. Très bien. On n'a pas d'autres questions pour le moment. Si vous en avez, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a des gens qui me disent merci beaucoup, donc merci à vous, surtout d'avoir écouté. Ouais. Pouvez-vous percevoir des subventions de l'État, je vois, style financé. Alors, bonne question. En effet, on peut, mais on ne s'est pas concentré là-dessus pour l'instant. Ça fait partie maintenant des choses dont on discute justement, notamment avec BPI, pas mal d'institutions. On serait ravis d'être financé par l'État. Voilà. S'ils veulent nous subventionner, on est bienvenus, évidemment. Mais pour l'instant, on s'est vraiment concentré sur trouver les meilleures innovations, faire le meilleur processus de sélection de ces innovations et avoir les meilleurs experts possibles autour de nous, dans le mouvement, dans le comité, vraiment faire un truc qui soit carré et qu'on puisse reposer sur des expertises collectives. Et maintenant, on regarde comment accélérer vraiment la partie levée de fonds. C'est le sujet. Arthur, tu as une autre question. Est-ce qu'une entreprise peut acheter des actions et les offrir à ses clients? Oui, complètement. On a mis ça en place. Il suffit d'aller sur notre site, donc time-du6planet.com. En haut, dans Acheter des actions, on va vous demander si vous êtes une entreprise ou un particulier. Et on va vous demander si vous voulez acheter des actions ou en offrir. Et donc, si vous cliquez sur Offrir des actions, on a mis en place un petit truc sympa. Nous, on reçoit un petit mail avec le nom des actions. On a même une petite designée pour leur proposer les actions. Et donc, vous pouvez faire ça très facilement et offrir des actions. Et il y a pas mal de gens qui le font. Et c'est très bien. C'est très cool. J'ai une autre question qui vient d'arriver. J'ai une autre question qui vient d'arriver pour vous. Expert de renom, comité d'évaluation, est-ce que vous pensez que des investisseurs type BPI suivent des projets que vous évaluez et seraient susceptibles d'être influencés par vos notations? Oui, complètement. Alors en fait, ça c'est un truc qu'on a eu. Attention, pas non plus. Ils ont également des très bonnes techniques pour aller tester des innovations. Hein. On n'est pas du tout la référence en France, mais par contre, ils sont intéressés par ce genre de choses et notamment des entreprises aussi, parce qu'il y en a pas mal qui nous disent est-ce qu'on peut avoir accès à vos notations et aux études
sur lesquels vous n'investissez pas justement, parce qu'on aimerait bien investir dessus aussi. Et donc là, dans ce cas-là, on va dire, allez-y, parce que clairement, il faut qu'elles soient financées quand même, ces innovations. Donc, ça fait partie des choses qu'on est tout à fait ouvert à partager. Et nous, on est très open source, comme vous l'avez compris. Et donc, si les innovations qui candidatent chez nous, mais qu'on ne finance pas, peuvent être financées par d'autres, ou peuvent être, en tout cas, si la notation peut servir, on en est ravis et on essaie de partager au maximum. J'ai une autre question. Comment faire partie du premier comité de sélection des projets? Alors, pour faire partie du comité scientifique, c'est très compliqué, mais par contre, je pense qu'on parle du coup des évaluateurs. Donc, on n'avait pas un comité, mais c'est les évaluateurs. C'est très facile pour le coup. Il faut aller sur notre site, encore une fois, aller dans Agir, et là, on a devenir évaluateur. Vous trouverez ça très facilement tout de suite dans Agir, devenir évaluateur. Là, ce qui se passe, c'est que vous allez vous inscrire à une session de formation. Vous allez participer à une session de formation d'environ 1 heure où on vous explique exactement comment ça marche. Ensuite, vous allez participer en second temps à une session d'évaluation collective. Donc là, dans ces sessions d'évaluation collective, il y a une personne qui s'occupe de piloter, de vous accompagner pour que vous fassiez votre évaluation avec tous les autres en live. Et il y a des experts scientifiques qui participent aux sessions d'évaluation, qui sont des experts en lien avec la typologie d'innovation qu'on va vous proposer d'évaluer. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça et que vous avez compris la mécanique, eh bien, vous pouvez voler de vos propres ailes et faire des évaluations autant que vous voulez. Merci Arthur. Comment une société comme Aredox, qui réalise des recherches depuis plus de 30 ans dans le domaine, ne réalise pas de plus-value? Le cas échéant, quelle serait votre valeur ajoutée sur ce type d'entreprise? Comment celles-ci ne se trouvent pas forcément sur le marché? Elles ont forcément besoin de politiques publiques favorables. Quelles seraient vos actions dans ce cadre? Ouais, c'est une très très bonne question et c'est la question qu'on se posait nous-mêmes à peu près 300 000 fois par jour. En fait, ce qui est assez incroyable, c'est que ces innovateurs-là, donc par exemple, l'innovateur qui porte Aredox à la base s'appelle Gérard, voilà. C'est un monsieur qui a un certain âge et en fait, c'est un monsieur qui se méfie absolument de tout ce qui touche au monde capitaliste, on va dire. Et donc, il est extrêmement inquiet par la plupart des potentiels investisseurs parce que c'est vrai, il y a beaucoup de gens aussi qui vont juste un peu s'emparer de sa boîte. C'est des gens qui sont passionnés vraiment, très compétents dans leur domaine et qui développent vraiment leur innovation pour qu'elle fonctionne le mieux possible. Aujourd'hui, c'est des gens qui ont déjà levé un petit peu d'argent, mais en fait, le constat qu'on a fait, c'est qu'ils ont toujours une vallée de la mort. En fait, ils arrivent à lever de l'argent, ils arrivent à lever de l'argent pour faire de la R&D principalement, continuer d'améliorer leur technologie. Ils arrivent à lever un peu d'argent pour pouvoir envisager de la passer à l'échelle. Mais par contre, tant qu'ils n'ont pas un modèle économique viable, solide et là-dessus, avec une démarche entrepreneuriale, ils n'arrivent pas à passer à l'étape d'au-dessus où ils peuvent lever beaucoup d'argent ou en tout cas avoir beaucoup d'investissements qui les aident à accélérer. Eux, typiquement, aussi étonnant que ça puisse paraître, ils n'ont pas de modèle économique viable aujourd'hui. Ils ont envisagé d'en mettre certains en place, mais quand on n'a pas un entrepreneur devant qui va vendre et qui va faire en sorte que le produit se déploie, ça ne marche pas. Donc, pour l'instant, ils ont une technologie incroyable, mais ils n'ont pas déployé la technologie. Et ça paraît dingue, mais ils sont dans cette espèce de vallée de la mort où il faut les aider à passer à l'étape où ils ont un modèle économique qui fonctionne et où ça se déploie pour qu'ils soient sexy du point de vue de l'investissement pour d'autres investisseurs et puis pour que ça fonctionne, ça prenne, quoi. Donc, on est les premiers à la base à se dire c'est pas possible. Mais c'est pourtant la réalité de ce qui se passe. Et si les innovations ne se déploient pas, c'est majoritairement pour cette raison-là. C'est pas la même compétence, c'est pas le même monde. Et ces gens-là, ils n'ont pas envie en fait d'être des commerciaux, quoi. C'est pas leur métier. Merci Arthur. On va prendre une dernière question. L'achat d'actions ouvre-t-il l'accès à défiscalisation? Eh bien, non, pas pour l'instant. Alors, ici, il y a une mécanique française classique qui s'appelle investissement dans les PME, donc 25%. Voilà, c'est le seul truc, mais il n'y a pas vraiment de défiscalisation à la base quand on investit dans Time. Un grand merci à vous deux. Je laisse la parole à Caroline. Non, pareil, je voulais remercier Arthur pour ta présence aujourd'hui et tous ces modes d'action disponibles à tous, en fait, accessibles à tous selon comment on veut s'impliquer. Et merci à l'ensemble des participants. Très bonne journée à tous. Bonne journée, merci à toutes et tous. Au revoir. Au revoir.